service de cette journée, qui ensuite vont laisser la place aux 3 militaires qui vont armer le corps et répondre aux appels pendant toute cette nuit. C'est une transition là. Voilà, là c'est une phase de transition et des fois il y a des moments où il y a un peu un chevauchement, parce qu'il peut y avoir un certain nombre d'appels sur ces créneaux horaires. Oui. Voilà, donc ensuite, là, cette nuit, les militaires vont être 3 pour à la fois bien répondre aux 17 et ensuite mettre en œuvre les différentes patrouilles qui ont été et qui sont présentes sur le terrain. Voilà. Moi, c'est l'effectif du colonel habituel. Là, parfois ils sont 2, là c'est parfois une nuit normale, ils sont 2 la nuit, donc c'est quand même pour gérer toute la nuit, il faut que les gens soient vraiment très bien drillés. Il faut qu'ils soient aussi en bonne santé parce que physiquement c'est un service qui est lourd, qui est Très long. sollicitant. Voilà. Et puis il faut qu'ils soient bien en écoute les uns avec les autres pour faire tous les actes, pour saisir les appels, recueillir les bons renseignements. Et puis ensuite, pouvoir trier un peu les appels et savoir quand est-ce qu'on va engager des militaires des patrouilles, ou alors quand est-ce qu'on va inviter les gens à se présenter s'il n'y a pas d'urgence ou autre. Oui, ça demande une bonne connaissance de la mission à accomplir. Oui, et d'ailleurs là, avec les faits malheureusement dramatiques, les gens sont véritablement très attentifs à recueillir le maximum d'informations pour la sécurité des interventions, pour connaître le contexte, pour connaître les personnes, et d'ailleurs l'accès aux fichiers, puisqu'ils sont aussi un peu spécialistes de l'accès et des contrôles aux différents fichiers, des antécédents judiciaires. Ils peuvent aussi avoir accès, vérifier la détention des armes qui ont été déclarées ou autres. Donc avant que les militaires y aillent, eh bien, il y a un travail, même pendant le déplacement, où ils continuent à enrichir la connaissance ou à rester en contact des fois avec l'appelant, pour être sûr que lorsque les militaires arrivent sur place, eh bien, voilà, si la situation a évolué, il faut qu'ils soient au courant et il faut qu'ils aient tous les éléments ensuite pour pouvoir remplir leur mission. Voilà, donc ce soir, il y a sur le terrain, entre 18h et 8h du matin, il va y avoir à peu près 76 patrouilles qui vont être déployées pour tenir sur l'ensemble des compagnies, à peu près 193 militaires qui vont être engagés cette nuit sur un total du groupement réalisé actuellement de 600. On en a 193 qui vont être c'est un tiers. Voilà, un tiers, sachant que l'effectif disponible actuellement, à la date d'aujourd'hui, il va y en avoir 252. Donc tous ne sont pas engagés, 252, et puis 86 encore qui sont en complémentaire, parce qu'il faut aussi penser au lendemain. Parce que les gens après doivent récupérer, donc demain, le premier, ça continue, et il faut aussi qu'on ait des effectifs. Donc il faut pouvoir monter en puissance, il faut pouvoir couvrir l'ensemble des territoires. Donc là, on a à la fois des services qui sont commandés par les commandants de compagnie. Donc d'ailleurs là, le chef d'escadron Muller qui commande la compagnie de Dijon est là. Donc ils ont prévu des services avec leur commandant de communauté de brigade, de BTA. Et ils vont tenir la nuit avec des efforts différents en fonction du début de nuit, du milieu de nuit, et puis après du début de matinée, voilà, jusqu'à 8h du matin. Et l'escadron départemental de sécurité routière aussi. Le couvre-feu, c'est 20h, 6h. 6h du matin, donc à 6h du matin, oui, il va 6h y avoir du matin, des gens qui ont oui, dormi chez les... Oui. Il Et faudra par être exemple, vigilant. Famille, Oui. par exemple, 6h à 8h. le DSR, lui, sera dehors de 3h à 7h du matin. D'autres compagnies, c'est de 5h à 8h. Donc voilà, on couvrira à la fois toute la nuit en fait. Toutes les compagnies sont mobilisées. Voilà, toutes les compagnies sont mobilisées sur leur territoire. Toutes les brigades, j'imagine. Voilà, toutes participent. Ouais. Et en plus de ces dispositifs particuliers, il y a toujours en début de nuit les 2 patrouilles du dispositif de gestion des événements, donc 2 fois 3 militaires qui sont en priorité envoyés sur les interventions. Donc c'est un dispositif qui vient renforcer le territoire un peu autour de Quetigny où on a le maximum, je dirais, d'intervention. Oui, c'est le nouveau dispositif. Voilà, c'est le nouveau qui est mis en dispositif. place que Voilà. Cher Oui, voilà, donc c'est une bascule des forces qui permet quand même d'avoir une empreinte terrain beaucoup plus importante à l'endroit où il y a le plus d'interventions. C'est de maintenir sur le terrain des équipages plus nombreux, enfin, Voilà. plus réguliers. Voilà. Et puis optimiser les interventions. Voilà, monsieur le préfet, si vous souhaitez poser des questions aux opérateurs ou... On vous cache les écrans. Oui, c'est Par an, on reçoit à peu près 100 000 appels. 100 000 appels. 100 000 appels pour 17 000 interventions. Oui.
Il y a 14 opérateurs, plus un chef CORG, et nous avons le renfort aussi de 6 réservistes. Donc fréquemment, oui. Donc ce sont des anciens de l'arme qui ont connaissance, enfin bien sûr, de l'outil BDSP, qui ont donc la pratique, qui ont la connaissance du terrain, qui ont la connaissance des unités, et qui aussi, donc avec leur expérience, nous apportent des connaissances indispensables pour la conduite des interventions. Ouais, donc 100 000 appels, ça vous fait par jour une moyenne de combien? 300 à peu près, 300, 350, et puis on se bat sur une soixantaine d'interventions. On a eu un pic avec le Covid, enfin le premier confinement, mars-avril, avec surtout donc, une augmentation des vifs. Ouais. Donc là on était sollicités, les unités ont été sollicitées avec justement donc, les problèmes que ça pose, enfin, pour les militaires, souvent pris à partie par l'auteur, par une mise en cause. Et puis donc nous, l'opérateur face au RG a pour mission de gérer l'appel téléphonique dans les meilleures conditions, répondre aux sollicitations bien sûr de l'usager, et puis surtout aussi donc, de privilégier que l'intervention se fasse en toute sécurité. Aussi bien pour la patrouille, on a à notre disposition donc, un fichier particulier donc, qui s'appelle le CIP, qui nous permet donc, de savoir si la personne est connue pour une dangerosité, pour une agressivité envers des militaires ou envers d'autres personnes. Donc la sécurité du personnel et la sécurité aussi des personnes qui sont concernées par et là, c'est vous qui informez vos collègues sur le terrain. Tout à fait. Consultez les fichiers. Donc, systématiquement, donc, l'opérateur consulte donc, les fichiers à sa disposition. Il y en a 2 principaux. Et puis, donc, aussitôt, donc, on avise donc, la patrouille qui est engagée de l'éventuelle dangerosité de la personne, si elle est connue pour des faits similaires, pour des faits de violence, si elle dispose d'armes à son domicile, si elle est chasseur, etc. Donc ça permet aux collègues, et puis si vraiment donc, on sent que la situation donc, risque d'être tendue, au téléphone par exemple, donc nous on peut tout de suite engager donc, des renforts, ce qui a été fait donc, dans le département en 63. Oui, la malheureuse affaire. Oui, tout à fait. Donc la sécurité du personnel et pour répondre aux sollicitations. Non, mais même avant, je dirais avant les gens, mais... Donc là c'est la mission première. Oui, donc c'est une responsabilité qui est importante. Oui, puis après donc avec l'expérience, avec l'ancienneté, donc on connaît donc la sensibilité, puis on connaît aussi les personnes. Puis, vous connaissez les personnes, les quartiers, les territoires, les enjeux. Tout à fait. Et puis donc bien souvent, malheureusement, ce sont presque les mêmes personnes qui appellent, pas pour des problèmes identiques. Donc on a toujours cette expérience qui permet aux unités d'agir. Oui, j'imagine qu'il y a une part de problèmes liés aux situations de famille privées, sur lesquelles on a moins de prise, forcément. Et puis donc il y a eu un accroissement des vifs au temps du confinement. Avec une tendance dans le pays depuis 10 à 15 ans. C'était exponentiel. Il y a une meilleure révélation aussi des faits, c'est ça? Oui, tout à fait. Et puis les voisins dénoncent plus facilement maintenant des violences commises que l'on connaissait pas ça. Les atteintes aux biens sont globalement en France. Toutes les globalement stabilisées. Oui, tout à fait. On a eu un pic en 2019. 2019. Ah oui, sur le Côte d'Or, on a pris 20 à 25% quoi. Ah oui, d'accord. Ah oui. Là, avec le confinement, beaucoup moins. Le terrain est mieux tenu, on est plus sur le terrain. Donc de toute façon, dès qu'on est davantage sur le terrain, ça se sent. Oui, les attaques. Il y a moins de délits d'appropriation. La présence. Puis surtout, maintenant, ce qui nous est aussi appréciable, c'est la DGE, donc la tenue du territoire, et puis donc la réactivité des unités. C'est ce que vous avez présenté le général du chef. Voilà. Donc en fait, on a des équipages, 2 ou 3 suivant le créneau, qui ne font que les interventions. J'ai refait ça. Ce qui fait que le restant des équipages, des patrouilles, eux, ils font de la sécurisation et du contact. Ça libère. Voilà, ils ne sont pas dispersés dans leur mission de protection. Ça spécialise un peu les unités. C'est ça. Mais ça libère pour le reste du travail. Pour faire de la vraie gendarmerie. Oui, exactement. Et là, c'est en place depuis quelques mois. Depuis le 15 novembre. Oui, depuis à peu près 6 semaines. Là. Et puis on étudie l'impact précisément sur le service, sur l'activité, avec à la fois les fichiers, et puis après, il faudra aussi aller demander aux élus, aller demander à la population comment est-ce qu'ils le ressentent. Et nous, on le voit dans les faits constatés. Mais alors, avec le Covid, il est difficile de comparer les 6 semaines de 2019 avec les 6 semaines de 2020. Mais on a quand même une empreinte en sol beaucoup plus importante, des nombres de services extérieurs
beaucoup plus important. On peut deviner le nombre de personnes mises en cause plus importante. Je dirais un meilleur travail judiciaire parce que ça laisse du temps peut-être aux autres personnes d'aller plus à fond. Mais après, je dirais une fois qu'on a repris un peu l'initiative, il faut aussi mener d'autres actions pour tenir le terrain, c'est-à-dire pour recréer d'autres choses, pour venir remplacer, pour redonner confiance, pour que le monde associatif, je dirais, pour que la société civile retrouve un peu de liberté et elle aussi puisse offrir et mettre des choses en place. C'est le sud de l'est de Béguin, c'est ça. Voilà, c'est le sud-est, mais ça descend un peu vers Beaune également. Quand même. Ça part de Is-sur-Tille, Arc-sur-Tille, la partie ouest, et puis voilà, jusqu'au sud du département. Voilà. Donc là, c'est la carte avec Dijon. Voilà. Donc là, ça descend jusqu'à Beaune. Donc c'est tout ce secteur qui est concerné avec l'épicentre un peu du côté de Quetigny. Mais les patrouilles, je dirais, rayonnent là sur ce secteur-là. Montbard n'est pas intégré. Voilà, sur le Châtillonnais, parce que Beaune... Oui, si. Et par Coron-sur-Manœuvre, cette partie-là également. Oui. En fait, c'est 35 minutes à partir de l'épicentre. Mais après, Armée-le-Duc, etc., et Saulieu, c'est trop loin. Quoi. Oui, merci. Envoyer des équipages. Il y a moins d'intervention déjà. Non, mais les gens le gèrent d'une autre manière. Donc eux ne fournissent pas d'effectifs, mais ils fonctionnent en autonome. La compagnie de Montbard fonctionne en autonome. Cette partie-là, c'est 60 à 70% des interventions sur tout le département de Côte-d'Or. Voilà, donc on a fait effort pour cette partie. Oui, en fonction des interventions. C'est l'idée de maximiser de spécialisation des unités. C'est un peu police secours. Il faut fixer. Et après, ce qui est intéressant, c'est que les opérateurs ici voient les véhicules qui sont géolocalisés sur la carte. Donc ils peuvent localiser les véhicules sur la carte et savoir lequel est plus proche pour le faire intervenir. Donc il y a véritablement une manœuvre qui est conduite ici au niveau départemental pour rassembler, rapprocher les forces, même si le terrain est vaste, les gens ont quand même une visu grâce aux outils à la technologie et on permet que les gens ne soient pas seuls parce que le militaire, lui, sur le terrain, il peut se sentir seul. Donc à la fois avec la radio et puis avec le pilotage, savoir où il est, ça permet des fois ou même que les gens se rapprochent d'initiatives. C'est une patrouille, c'est quand même... Trois la nuit, la nuit les gens sont 3, la journée parfois les gens sont 2, et là la nuit les gens sont 3 sur une opération un peu délicate. Pour faire du contact 2, pour faire du contact 2, mais pour les interventions, c'est une sécurisation, de sécurité. Voilà, Très bien. Je ne sais pas si vous souhaitez voir un peu quel est passé derrière les écrans. Parce que ce qui est important aussi pour l'accueil du public par téléphone, c'est en effet qu'il y a la traçabilité puisque tout est enregistré. Donc après, si jamais quelqu'un se plaint, quelqu'un écrit ou autre, on vient récupérer les bandes, on vient enregistrer, et puis on voit de quelle manière la personne a été accueillie, quelles ont été les diligences qui ont été faites à cette bande. conservé combien de temps Les enregistrements sont conservés combien de temps 2 ans. 2 ans. C'est vrai que par rapport à une organisation, vous trouverez que la zone... Autour de Dijon. Non, le 17. Ah non, Là, le c'est 17. là, vous couvrez département. En revanche, vous avez la propriété plus... C'est un mode opératoire. Voilà, c'est un mode opératoire. D'accord, mais là, vous avez tous les appels. De Montbard aussi. Voilà, Oui, du département. Et d'ailleurs, parfois, en fonction de la position des relais, des fois, les gens sont en zone police et puis ça atterrit chez nous. Donc il y a aussi le contact avec la salle police, avec les pompiers également. Donc il y a une interaction de tous les services d'urgence qui se parlent quand il y a des opérations particulières ou quand il y a des poursuites, les droits de suite.
lorsque des gens quittent Dijon, lorsque des gens reviennent vers Dijon. Donc là, les opérateurs ont l'habitude, avec leurs collègues policiers, de leur passer le renseignement. Les gens sur le terrain, les unités opérationnelles ont l'habitude aussi de travailler ensemble. Et c'est vrai qu'entre les PSIG, la BAC et les unités de l'EDSR, des fois les gens sur le terrain, sans qu'il y ait des choses écrites, quand il faut aller mettre en place un dispositif opérationnel, intercepter un délit de fuite, une ouverture du feu, un accident ou autre, les gens se parlent au travers des conférences opérationnelles, des conférences radio, et ça permet de coordonner les efforts. Voilà. Pour la sécurité de tous, et c'est vrai que les gens sont bien, je veux dire, c'est pour ça que là, les gens sont des opérationnels ici, ils ont été sur le terrain avant, Ils connaissent là. voilà, ils savent sur le terrain comment ça se passe, ils savent quelle est la situation psychologique, les dangers des interventions, et donc voilà, ils font attention à leurs camarades aussi. C'est primordial. C'est pas un travail en champ. Ah non, C'est non, non. et l'interaction permanente. Et il y avait une idée aussi de dire, puisque tout le monde se parle, on va créer un centre commun, on met tous les centres opérationnels. C'est une idée qui court toujours en disant, parce que ça va être plus simple. Mais en fait, chaque manœuvre a un tempo un peu différent, les informations qui sont traitées sont un peu différentes. Donc si on mettait à la fois le 15, le 18 et le 17 ensemble, police, gendarmerie, avec tout le monde, à des moments ça serait juste ingérable entre des secours à personne, entre des incendies, entre la police judiciaire ou autre. Je pense que ça serait très compliqué. Oui, il y a des modes opératoires très différents. Oui. Et puis des fois, il faut pouvoir être concentré. Et oui. Il vaut mieux que les gens travaillent sur la connaissance fine, que les gens visitent les autres centres opérationnels, connaissent les contraintes, voilà, et qu'on se parle franchement quand ça va ou quand ça ne va pas, plutôt que de toujours vouloir tout relocaliser. Parce qu'après, c'est... Il y a la tentation permanente oui. de venir en regroupement, c'est un peu technique. Oui, mais quand on est derrière, quand on les voit traiter des informations, quand on voit, je dirais, là, ce sont tous les moyens gendarmerie, quand il y a des forces mobiles, quand il y a l'hélicoptère, parce que là, l'hélicoptère apparaît aussi sur la carte, quand il y a l'antenne GIGN, quand il y a le PSPG de Val-Duc qui intervient, etc. Enfin, les manœuvres, et puis là, nous, on a aussi la continuité du territoire, parce que notre travail ne s'arrête pas à la frontière. Après, on est en contact avec les autres centres opérationnels et avec les autoroutes, quand il y a des go-fast, quand il y a des poursuites, des fois, les gens sont pris dans le 52 par l'hélicoptère, ils sont suivis ici, ils traversent le 21, et puis le point d'interception est mis dans le 71, les unités gendarmerie, les gens dans le 71, parce qu'on a la continuité et la profondeur du territoire. Et ça, c'est pour la police judiciaire ou même pour l'ordre public, quand on contrôlait les mouvements de manifestation, les gens qui montent. De regrouper, voilà. Au même endroit, des endroits déterminés, oui. plus de personnes. Oui, puis ça permet de choisir, parce qu'on n'a pas de rupture, on n'a pas de frontière administrative. Les gens se passent l'information, et lorsqu'ici les gens saisissent un incident, ils mettent en escalade, et tout le monde peut voir l'incident. Donc les gens peuvent le savoir au niveau national, et ils peuvent avoir l'historique sans avoir à se parler. Ils la voient apparaître, une fiche qui est escaladée, voilà, une ouverture du feu, et ils ont les éléments sur le véhicule, sur la personne. Donc c'est vrai que la technique aide quand même à gagner du temps. D'accord, ok. Je vous propose peut-être de voir le chef d'escadron ambulaire, les gens du PSIG sont là. Le PSIG a donné. Voilà, donc je peut-être prends voir les militaires qui vont partir. Voilà. Merci beaucoup de cette attention, je vais les poser derrière, et comme ça les fera tenir. Cette intervention qui partira en patrouille dès ce soir, qui fait partie d'une des vingtaines de patrouilles prévues de la compagnie sur le dispositif de ce soir. Globalement, on a découpé, enfin moi j'ai découpé le dispositif, si vous voulez, en 3 temps. Un temps plutôt 19h-22h, temps de dissuasion, contrôle, application du couvre-feu, etc. 22h, 4h, où on sera plus sur un temps d'intervention lié éventuellement à des rassemblements, à des tapages, à toutes sortes de troubles à l'ordre public. Et ensuite, on basculera sur un dispositif
4h, 5h jusqu'à 8-9h de contrôle des mobilités, police route. Voilà, pour tous ceux qui seraient tentés à compter de 5h ou 6h. Ceux qui profitent. Fin de couvre-feu aidant, seraient tentés de partir rapidement, ayant toujours quelques consommations dans les veines. Et donc, on sera là pour. Oui, chaque période. Voilà, donc on a développé vraiment en 30 ans. Sachant que on espère que le temps de 22h-4h sera relativement calme. Mais en tout état de cause, on aura à chaque fois environ 7 ou 8 patrouilles dehors sur chaque temps. Donc comme le disait le colonel avant, ça représente une 50aine d'effectifs. Ça représente un tiers de la compagnie, du monde, exclusivement sur cette nuit. La compagnie couvre donc, c'est l'arrondissement de Dijon à peu près. Alors la particularité, c'est qu'on a, si vous voulez, sur le sud, on va voir le bas de Gevrey-Chambertin, l'est Auxonne et l'ouest jusqu'à Saint-Bernon. Sur l'arrondissement de Dijon, il y a la compagnie 10 sorties et la compagnie de Dijon. Ah oui, il y a 2 compagnies. D'accord, oui. J'ai pas encore la géographie. Donc on est à cheval entre... Oui, il y a Val-Duc. On est à cheval entre l'arrondissement de Dijon et Saint-Bonne. Ça fait un territoire plutôt raisonnable, mais avec une densité de population, effectivement. Puis des secteurs géographiques très différents entre la plaine de Saône et puis le côté Saint-Bernon plutôt vallonné. Et puis effectivement le côté toujours un peu plus sensible que Tigné, Chevigny-Saint-Sauveur, où on a un peu de troubles à l'ordre public qui diffèrent du reste du territoire. Oui, c'est plus des phénomènes de quartier, je le vois, on le voit avec le directeur de cabinet dans les rapports, dans les comptes rendus que vous donnez. Ça peut être d'ailleurs un peu sensible parfois. C'est pas comparable avec les quartiers dijonnais. Les quartiers dijonnais relatifs. C'était relatif. Voilà, donc une patrouille de PSIG donc qui vont tourner 4-5 heures et qui se relaient évidemment. Donc sachant que le PSIG est quand même l'unité de la compagnie qui est, on va dire, la mieux armée pour faire les interventions un peu plus musclées entre guillemets. Avec des techniques et des moyens qui diffèrent de la brigade territoriale. Et donc généralement, on les sollicite et effectivement, à partir du moment où il y a un risque un peu plus élevé, on parlait avant de la sécurité des militaires, donc généralement quand on sent qu'un tapage ou un regroupement peut conduire à une certaine résistance, on va rapidement solliciter le PSIG à cet effet. Oui. C'est pas facile sans doute de déterminer un peu le... Non, mais alors les premiers intervenants seront généralement effectivement. C'est plutôt les brigades. Mais c'est toujours cette capacité de monter en puissance de la gendarmerie et donc on va toujours appeler des personnes, des personnels un peu mieux formés, un peu mieux équipés, allant effectivement pour aller jusqu'à l'antenne GI et autres. Voilà. Comment vous le sentez, Samy ? On va s'adapter aux événements qui peuvent se produire durant la nuit. Après. On n'est pas inquiet, ça va bien se passer. Faut mieux partir comme ça. Oui. C'est vrai que c'est un peu l'incertitude. C'est la première fois qu'il y a un réveillon avec un couvre-feu. On ne sait pas trop comment les choses peuvent Est-ce que les gens vont être raisonnables? Est-ce que des jeunes vont tenter d'en profiter? On ne sait pas trop en fait. Alors que d'habitude, d'un jour de l'an à l'autre, ça se... C'est assez répétitif. Oui. Mais là, là, on ne sait pas. On ne sait pas, c'est inédit. On va agir, comme on dit, en conduite, en fonction des événements. Il y a la stratégie, puis il y a la tactique. Exactement. C'est souvent la conduite, en fait. Sur le terrain, c'est souvent ça. Exactement. Et donc le discernement. C'est indispensable. De la première ligne. Indispensable. Très bien, mais écoutez, vous souhaitez bon courage. Merci. Pour cette mission. Merci. Contexte un peu particulier de couvre-feu. Normalement, moi je suis en dehors. Si nos concitoyens sont raisonnables, vous devriez croiser moins de monde. Oui, on a pu constater hier déjà qu'il y a quand même beaucoup moins de monde dehors. Oui, je pense. À compter de 21h, il n'y a plus grand monde. Oui, je pense que... Ce soir, c'est quand même une nuit particulière. Non, ce sera peut-être la période 6h, 8h. Ça peut être ça. Moi, en venant à la préfecture, j'ai vu beaucoup, alors on n'est pas en zone de gendarmerie, mais j'ai vu beaucoup de jeunes avec des duvets, des feuilles de couchage. Oui.
Oui, les fêtes un peu dans les domiciles. Oui, je pense. Après, s'ils restent raisonnables et pas trop nombreux. Pas trop nombreux, ouais. Sinon, on va faire la gendarmerie. D'ailleurs, il y a eu des contacts avec monsieur le procureur, parce qu'après, si jamais il faut intervenir, est-ce qu'on relève une mise en danger de la vie d'autrui quelle est l'infraction? Comment est-ce qu'on peut aller dans un domicile? C'est vrai qu'il y a toujours cette question, parce que... Oui. Hors les heures légales pour perquisitionner ou autre, qu'est-ce qu'on peut faire? À part s'il y a une vraie mise en danger de quelqu'un, on n'a pas à pénétrer dans les domiciles. Donc après, on attend les gens le matin, et puis lorsque les gens sortent, on voit dans quelles conditions, combien est-ce qu'ils étaient. Et à certains endroits, dans d'autres départements où ça s'est déjà vu, eh bien, il y a eu des infractions relevées pour tous les participants, parce que c'était des fêtes où les gens s'étaient inscrits sur un site internet, avaient payé. Voilà, c'était en gros un ERP de fête qui avait été mis en place sans que les mesures soient là, et puis alors que c'était interdit. Donc, en gros, c'était une boîte de nuit de circonstances, quoi. Et c'est difficile, à partir de quel niveau et comment caractériser. Donc, voilà. Bon. Le procureur a donné quelques consignes, je crois. Oui. Donc là, les gens, pareil, avec discernement, encore une fois, en fonction des personnes, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire, quoi. Est-ce qu'il vaut mieux créer un incident? Est-ce qu'il vaut mieux... De toute façon, la fête est là, qu'elle se finisse, mais sans que ça gêne les voisins, et puis le matin, on règle la question le matin. Ça dépend sans doute de l'importance. Voilà, ça dépend de l'importance, de l'endroit. Du dérangement, de la façon dont les choses se passent, oui. C'est comme toujours, les gens qui sont au contact, qui doivent appréhender cette situation et puis essayer de trouver la meilleure solution possible avec leur force de persuasion. Voilà. Ça, c'est le métier. Voilà. Oui. C'est ça. Oui, mais c'est... Très bien, écoutez. On fait confiance. Je souhaite bon courage pour cette belle mission. Assurer la sécurité de nos concitoyens, c'est important. Tout à fait. Une mission prioritaire de l'État, vous le savez. Et qui intéresse nos élus. Bien entendu. Bonne soirée. Merci à vous. Bonne soirée, merci à vous.